Donc, je suis Simone Saint-Pierre, je suis la directrice formation continue du Centre Franco. Je vous souhaite la bienvenue aux Instituts d'été du Centre Franco, édition 2023, dans le cadre de la présentation « La différenciation en sciences, 5 stratégies pour réussir » offerte par Daniel Cyr, que nous remercions de partager son expertise. Avant de céder la parole à Daniel, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui nous permet de offrir ces formations. Puis je vous invite à consulter le clavardage pour pouvoir ajouter la présentation à vos favoris ou la télécharger dans vos dossiers et compléter le formulaire de présence. Alors, je vais aussi mettre dans le clavardage mon numéro de cellulaire si jamais vous avez des problèmes techniques. Alors, Simone Saint-Pierre, vous pouvez m'envoyer un texto. Donc, voilà, à toi la parole, Daniel, et merci encore. Et merci beaucoup, Simone. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, j'ai vu que quelques gens là, qui nous ont dit un petit bonjour dans la boîte de clavardage. Alors, on a des gens d'un peu partout, d'Ottawa, Windsor, Kitchener aussi. Il semble avoir de la pluie. Alors, je vous souhaite d'avoir une belle journée ensoleillée. Ça serait fantastique. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier. Alors, la différenciation en sciences, alors 5 stratégies pour réussir. Allons-y tout de suite. Donc, avant de débuter, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître le territoire sur lequel je me retrouve aujourd'hui. Alors, nous voulons remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme pour l'Ontario, dans le fond. Moi, je suis situé à Ottawa, comme tel. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission et de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit de réconciliation. Donc, je vous invite aussi à peut-être, il y a un lien qui est indiqué sur la présentation ici. Je vous invite aussi à en apprendre davantage sur le territoire sur lequel vous vous retrouvez. Alors, je commence par me présenter. Alors, mon nom est Daniel Cyr. Alors, je suis enseignant de sciences au secondaire depuis, là, j'ai arrêté de compter les années un petit peu là. Je pense que ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. J'enseigne majoritairement les cours de sciences 9e année, ainsi que les cours de biologie, chimie en 11e, 12e année. Malgré le fait que mon expérience est surtout au niveau secondaire, vous allez voir que les stratégies que je vous propose aujourd'hui s'appliquent à tous les niveaux. Donc, de la 4e jusqu'à la 12e année, ce sont des stratégies qui sont pas mal universelles et vous allez pouvoir les transposer facilement dans vos salles de classe. Vous avez mes coordonnées qui sont là, donc à tout moment, là, disons, dans quelques semaines ou quoi que ce soit, vous vous dites « Ah, Daniel, tu as parlé de telle chose ». Vous avez une question, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou encore sur les différents médias sociaux. N'hésitez pas à me suivre ou à communiquer avec moi au besoin. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On sait que dans nos classes sont de plus en plus hétérogènes. Donc, on a des élèves de tous les niveaux, donc des élèves qui sont très, très performants. On a peut-être des élèves doués, on a des élèves en difficulté. Et dans ce contexte-là, comment ramener tout ça ensemble, comment faire en sorte de réduire les écarts qu'on peut retrouver au sein de nos élèves. On a une nouvelle réalité aussi pour ceux qui enseignent les cours de sciences 9e année. On a maintenant des cours décloisonnés, ça veut dire qu'on n'a plus les cours appliqués, théoriques, ça veut dire que tout le monde se retrouve ensemble. Donc, c'est l'idée de voir comment est-ce qu'on peut réduire ces écarts-là et faire en sorte que tous nos élèves puissent progresser comme tels. Donc, c'est l'idée de cette différenciation qui n'est pas toujours évidente à faire. Et j'espère pouvoir vous proposer aujourd'hui 5 stratégies qui vont vous aider dans vos efforts de différenciation.
J'espère aussi qu'on va avoir la chance d'échanger un peu nos expériences. Puis peut-être que si vous avez à tout moment une question, à tout moment, si vous avez un commentaire ou peu importe, gênez-vous pas là, de lever la main, m'interrompre, prendre la parole. L'idée, c'est d'échanger, discuter, puis de pouvoir partager nos expertises aussi. J'ai manqué. Oui, alors le lien était parfait, excellent. Donc, nos objectifs pour aujourd'hui, c'est de revoir, dans le fond, les grands principes directeurs de la différenciation pédagogique dans le contexte de nos cours de sciences. Donc, on veut faire un petit survol de ce que c'est la différenciation et ce que ce n'est pas. Je vais vous présenter ces stratégies qui vont peut-être pouvoir vous aider, j'espère pouvoir vous aider dans vos salles de classe. Et finalement, j'espère qu'on va avoir la chance de partager un petit peu nos pratiques réussies pour s'inspirer et peut-être, c'est ça, pour l'année à venir. Voilà. Donc, en débutant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à compléter le formulaire de présence, alors pour nous indiquer votre présence. Et j'aimerais en profiter aussi peut-être déjà vérifier à la barre de clavardage que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, si vous voulez prendre 2 minutes pour vous présenter un petit peu dans la barre de clavardage, ça me ferait grand plaisir de vous connaître. Donc, tout simplement indiquer votre nom, dans quel coin de la province vous vous trouvez et peut-être aussi votre niveau, à quel niveau vous êtes. Est-ce que c'est à l'élémentaire, à l'intermédiaire, au secondaire? Je vous laisse quelques minutes pour remplir le formulaire de présence que Simone a placé dans la boîte de clavardage. Puis, j'aimerais aussi vous voir savoir qui vous êtes. Donc, on a une enseignante de première année à Ottawa, à Orléans, directeur des services pédagogiques, cycle moyen Toronto, 7e, 8e, 3e, 4e année, 6e année à Toronto. Ça me semble léger. 2e à 6e année. Oh! Après 14 ans en maternelle. Alors ça, c'est un bon changement. 4e année, 5e année. 6e. 9e, 10e année. Okay. Okay. Donc, on a une grande 7e année. New Liskard. Alors, on a une bonne variété de gens comme tel. Fantastique. Donc, je vais vous donner la chance un petit peu de discuter un petit peu. Donc, on est combien de gens en tout? Je pense qu'on est 23. 23 en tout. Fantastique. Alors, on va recommencer. Je vais vous donner la chance un petit peu, si c'est possible, d'en profiter un peu pour discuter. Quand on parle de différenciation pédagogique, OK? Je commence avec une question pour vous. Dans le fond, quand vous pensez à vos efforts de différenciation pédagogique, quels sont vos défis? Alors, quels sont vos grands défis? Si vous pensez à votre classe de sciences, là, puis vous regardez là, la différence là, entre vos élèves, bien, quels sont vos plus grands défis dans le contexte de vos cours de sciences? Donc, ce que j'aimerais faire pour l'instant, c'est peut-être de vous séparer en quelques petits groupes. Donc, on est 23, donc on serait peut-être possible de faire, disons, 4 groupes. Je ne sais pas si Simone, tu peux m'aider avec cette option-là. Oui. Alors, on prendrait peut-être quelques minutes. Oups, je reviens en arrière. Okay, je reviens en arrière. Alors, on prendrait peut-être quelques minutes, disons, on va dire 8 minutes ou 9 minutes. Puis, je vous enverrai peut-être dans des petits groupes d'à peu près 5 personnes pour que vous puissiez échanger un petit peu pour voir un peu quels sont vos grands défis en termes de différenciation. Alors, quand vous pensez à vos cours de sciences, quels sont vos plus grands défis? Et on va partir de là, puis on va pouvoir poursuivre la discussion par la suite. J'ai créé 4 groupes, puis ça va les assigner automatiquement. Fantastique. Donc, je vais peser sur Create. Je pense que vous allez partir dans les groupes. OK.
Puis on peut mettre un minuteur pour à peu près peut-être 7 à 8 minutes. Parfait. Alors, je vais ouvrir les salles. Fantastique. Alors, on se voit tantôt. André, Isabelle, Lynn, est-ce que vous avez des difficultés? Vous ne semblez pas vous joindre aux salles. Isabelle et André, est-ce que tout va bien? Vous ne semblez pas pouvoir joindre les salles. Est-ce que je peux vous aider?
Alors, je ne sais pas si les gens sont de retour. Il y en a 11 au moins de retour. Ah, parfait. On va laisser le temps. On était 23. On Mais va ça laisser. fait. Ouais, Ah, ça laisse. Ça s'en vient. ça s'en vient. On va laisser le temps aux gens de revenir tranquillement. Oui, ça s'en Alors, vient. Là, on est ça s'en vient. 18, 20, 20. 20. Alors, presque tout le monde est de retour là. Oui. Fantastique. Alors, j'aimerais ça peut-être, bon, je sais que c'était quand même court comme discussion, mais il y a peut-être des choses qui sont ressorties dans vos différents groupes. Je sais que j'ai eu la chance de faire un petit peu le tour, mais je ne sais pas si j'aimerais ça vous entendre aussi, qu'on puisse partager tout le monde ensemble. Alors, en termes de défis que vous avez ou que vous prévoyez avoir, j'aimerais ça avoir peut-être un ou deux ou trois volontaires, là, pour peut-être prendre le micro, prendre la parole et aller de l'avant. Alors, j'ai Karen, Charlotte, Sophie. Ah, j'aime ça, des volontaires. Alors, Karen, je vous laisse aller, là. Salut, nous avons discuté, nous avons parlé de problèmes de compréhension de texte. Nous avons parlé aussi de nombre d'élèves dans la salle de classe, surtout au niveau moyen, on peut aller jusqu'à 29-30. Nous avons aussi parlé de problèmes de comportement dans la salle de classe. Bon, si j'ai oublié quelqu'un d'autre peut ajouter. Oui, je me souviens dans le groupe, on parlait là, justement là, au niveau de la compréhension de texte. Souvent, ça va être un frein aussi quand les gens ont de la difficulté, par exemple, en lecture. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes à l'élémentaire ou à l'intermédiaire. Et là, on peut voir, là, lorsqu'il y a des difficultés en lecture, que ça va être un frein, par exemple, à l'apprentissage, certainement. Les gros groupes, je me connais. En chimie, par exemple, 11e, 12e année, d'avoir des classes de 30, c'est fréquent. C'est encore plus difficile si on est des plus jeunes d'avoir des grosses classes comme ça. Alors ça peut être un grand défi aussi. Je vais donner la parole à Stéphanie. Moi, j'ai dit que, comme par exemple, varier le dispositif, comme si l'élève présente de façon écrite ou orale ou vidéo, ça va, mais de varier le type de projet, là, ça devient compliqué pour le nombre d'élèves, l'argent, le matériel. Donc, avoir les mêmes critères en français, disons, c'est plus facile parce que là, ils peuvent atteindre des buts sans avoir été dans une section spécifique. Mais là, en sciences, si tu veux avoir les mêmes concepts, puis de varier le type de projet, bien là, ça ajoute des coûts de matériel, disons. Je dirais, peut-être, possiblement. Oui, définitivement, parce que si on pense, par exemple, si l'élève va construire quelque chose, bien, il faut avoir accès à ce matériel-là. C'est aussi très bien mentionné, un des défis, c'est quand on parle de différenciation, bien, on veut avoir les mêmes attentes. Et là, ça peut être un défi de notre côté là, de s'assurer d'avoir les mêmes attentes, même si l'élève ne produit pas la même chose, par exemple. Donc, alors ça peut être définitivement un grand défi. Et si je donne la parole à Charlotte maintenant. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression en sciences, surtout pour les enseignants qui enseignent plusieurs matières, donc ceux qui vont jusqu'à la 8e, on va dire, qu'on est parfois pris en sciences dans vraiment un défi de classe où on n'est pas encore prêt à différencier par élève, comme en maths ou en français, on pourrait avoir plus les réflexes de répondre aux besoins individuels. Mais j'ai l'impression qu'en sciences, on est encore parfois bloqué, en tout cas c'est mon cas, dans la gestion générale du groupe, c'est-à-dire que voilà, on a quand même beaucoup de thèmes, comment faire pour les approfondir chacun, pour donner les essentiels et les couvrir tous, comment faire pour faire des expériences où le processus est intéressant et le produit final donne quelque chose, comment mettre en place maintenant le design demandé par le nouveau curriculum, comment avoir le matériel. Et moi, c'est vrai que j'ai même pas encore le temps de réfléchir à mes élèves qui ont des difficultés, comment je peux les aider en différenciation. Je suis encore vraiment dans la gestion de mon curriculum, en fait. Et effectivement, ça aussi, c'est un grand défi, dans le sens que nos programmes de sciences, ils sont chargés.
Et là, il faut être capable de voir un petit peu qu'est-ce qui est l'essentiel, puis est-ce qu'il y a des choses des fois qu'on peut regrouper ensemble pour avoir une vision un petit peu plus globale. Et oui, d'avoir cette maîtrise-là du curriculum, c'est un défi aussi. J'avais Simone qui avait une main levée aussi. Oh, Je voulais mentionner que le Centre Franco a la capacité d'offrir, s'il y a assez d'inscriptions, la qualification additionnelle en sciences, puis qu'on intègre beaucoup de principes de différenciation, etc. là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, j'ai mis le lien dans le chat. Oui, et j'en parle aussi à la fin de la présentation. Super. J'ai Sonia, c'est une dernière intervention. Merci. Oui, je voulais ajouter un peu à l'élémentaire aussi, des fois on change de niveau. Au secondaire aussi, on va changer de cours de niveau, puis après ça, il faut se familiariser avec le curriculum, les grandes attentes et comment, une fois que tu as ça et que tu planifies pour pouvoir différencier pour ceux qui vont plus loin, pour ceux qui ont besoin de simplifier. Quand on a un niveau double, il faut alors aller voir 2 curriculums puis trouver le temps et la façon d'avoir des élèves qui travaillent de façon indépendante, puis d'autres qui travaillent en groupe. Couvrir toute la matière, faire l'intégration avec les autres matières, mais aussi en même temps, je trouve que, surtout dans les dernières années, il faut vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au socio-émotionnel. Comment aider avec la gestion interpersonnelle, comment travailler ses habitudes de travail, le travail autonome, comment gérer et s'auto-évaluer, puis se donner des attentes, puis travailler pendant une certaine durée de temps, que le temps d'enseignement même est tellement réduit. C'est difficile de tout faire. Effectivement. Puis tantôt, j'avais quelqu'un, je ne me souviens plus de qui avait des niveaux multiples, là, 4e, 5e, 6e année. Donc, c'est beaucoup de choses avec lesquelles jongler. Mais comme tu mentionnais tantôt, un des aspects importants, je pense, c'est Bonnie qui disait ça, ouais. Un des aspects importants, c'est peut-être aussi, je dirais, avant tout, avant même les concepts, avant même le curriculum, c'est les habitudes de travail. Donc, les habitudes de travail vont être très, très importantes à développer. Puis, je dirais, en sciences, c'est de développer un peu cet esprit scientifique. Même si on ne couvre pas tout, donc à l'élémentaire, à l'intermédiaire, même si on ne couvre pas tout le curriculum, mais qu'on développe chez nos élèves cet esprit scientifique-là et qu'ils puissent penser comme un scientifique, mais là, on a gagné vraiment beaucoup. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler plus que sur les connaissances comme telles, parce que les connaissances, les élèves vont les oublier, on peut aller les chercher ailleurs, ces connaissances-là, mais si on développe cet esprit scientifique, je pense que ça va les amener encore beaucoup plus loin à poursuivre par la suite en sciences au niveau secondaire et au niveau plus avancé. Donc, merci beaucoup pour ces belles interventions-là. Donc, on a toute une panoplie de défis. Et là, j'espère que les stratégies que je vais vous proposer vont peut-être aider à vous donner des pistes pour naviguer à travers ces différents défis-là. Je répète aussi à tout moment, là, si vous avez une question, peu importe, là, levez la main ou peut-être l'inscrire dans la boîte de clavardage. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, s'il vous plaît. Okay. Donc, juste pour vous donner une idée, la présentation ici, je l'ai bâtie en me basant un peu sur une ressource. Ce n'est pas une nouvelle ressource du Centre Franco, mais elle a été remodelée en quelque sorte. Donc, cette ressource-là, c'est évaluer, différencier, réussir. Alors, c'est une super belle ressource qui regroupe tout plein de stratégies et définitions, exemples, explications par rapport à ce que c'est la différenciation pédagogique comme telle. Alors, j'avais le lien qui est dans la présentation, donc je vous invite à aller feuilleter cette belle ressource-là qui a été complètement revampée là, cette année. Et lorsqu'on parle de différenciation, bien, je suis sûr que, puis là, peut-être la main, là, je suis certain que tout le monde a déjà vu là, cette image où on voit, par exemple, la différence entre égalité, équité
et inclusion. Donc, l'égalité, là, on a trois élèves devant une clôture, là, un grand, un moyen, un petit, et là, le grand voit très bien le match de football ou de soccer. Le moyen, il voit un petit peu parce qu'il est comme ça, puis le petit, ben, qui serait moi finalement, qui ne le voit pas parce qu'il est derrière la clôture. Alors ça, c'était égalité. On avait équité, où là, celui du milieu, il y a une boîte sur laquelle embarquer. Le plus petit, il y a 2 boîtes sur lesquelles embarquer. Comme ça, tout le monde peut voir le match. Et finalement, on a inclusion où on n'aurait pas de clôture et là, tout le monde peut être inclus dans le match. Là. OK. Alors, Sonia qui me disait, oui, je connais bien cette image-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà vu cette image-là, là, des petits bonhommes, là, la clôture? Vous pouvez lever la main, faire un pouce en haut là, si vous avez vu déjà cette image-là. Charlotte qui me dit un pouce en haut, oui. Eric qui me dit oui aussi. Fantastique. Alors, c'est un peu l'idée. Quand on parle de différenciation, Simone aussi qui me donne un pouce en haut. Alors, cette idée de quand c'est égal, ben, ça ne donne pas nécessairement l'opportunité à tous de pouvoir s'épanouir. Donc, quand on parle d'équité, c'est qu'on veut normaliser, donc, dans le fond, les chances de tous. Et en termes d'inclusion, bien, on veut aller faire tomber les barrières pour permettre à tous de pouvoir y participer. Donc, quand on parle de différenciation pédagogique, bien, en termes de différenciation pédagogique, ce qu'on fait, c'est qu'on veut utiliser des stratégies qui permettent aux élèves de bien saisir les connaissances, les habiletés, de se développer et de pouvoir atteindre les attentes. Donc, on va différencier nos stratégies, nos approches. Ce qu'on ne différencie pas, ce sont les résultats d'apprentissage. Donc, les résultats demeurent les mêmes, ils ne sont pas différenciés. Les résultats d'apprentissage, ils vont être différenciés seulement que dans certains cas bien particuliers. Et ça, par exemple, au secondaire, ce sont nos élèves qui ont des cours à l'échelon local. Donc, ce n'est pas des élèves qui vont atteindre leur diplôme d'études secondaires, mais ils vont plus avoir une attestation d'études secondaires comme telle. Donc, les résultats d'apprentissage demeurent les mêmes, les attentes demeurent les mêmes. C'est seulement qu'au terme de nos stratégies, on va utiliser des stratégies différentes pour permettre aux élèves d'atteindre ces attentes-là selon leurs besoins particuliers. Alors, ça, c'est un élément à considérer. Donc, allons-y maintenant pour... oups, je suis allé un petit peu trop loin. Allons-y maintenant avec nos stratégies. Alors, je vais vous présenter 5 stratégies pour développer, qui peuvent nous aider en termes de différenciation. La première, je vous dirais que c'est créer cette culture d'apprentissage-là. OK? Et quand je parle d'une culture d'apprentissage, je parle de 2 choses. La première chose, c'est de développer des liens. Alors, il y a quelqu'un tantôt qui parlait là, de l'importance de l'émotionnel. Okay? Donc, de créer ces liens-là. Pour qu'un élève puisse bien apprendre, dans le fond, il faut qu'il se développe un lien de confiance avec son enseignant et son enseignante. Tant et si longtemps qu'il n'y a pas ce lien de confiance-là qui est développé avec l'enseignant et l'enseignante, malheureusement, l'apprentissage, ça ne fonctionnera pas très, très bien. Okay? Je vous donne un exemple ici en termes de comment développer ces liens-là. On a tous dans le passé peut-être des exemples où vous avez peut-être en termes, dans quelques semaines, là, puis même où j'entendais ici dans la région d'Ottawa, il y a 2 écoles là, qui commençaient aujourd'hui. C'était la première journée parce qu'ils ont un calendrier équilibré. Donc, dans quelques semaines, on va débuter puis on va rencontrer nos élèves pour la première fois. Okay? Puis on sait tous qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et là, souvent, quand on commence le cours, bien, on va présenter le cours. Je sais qu'au secondaire, on va présenter le syllabus du cours, etc., etc. Puis maintenant, ce que je dis souvent à mes collègues en sciences, dans mon secteur en sciences, je dis, bien, mettez toutes ces choses-là de côté, puis prenez le temps d'apprendre à connaître vos élèves, puis d'aller à la rencontre de vos élèves. Okay? Alors, je vous donne un exemple de ce que je fais dans ma classe, puis vous pourrez l'adapter comme vous voulez dans vos classes. Ce que je fais maintenant, ma première journée, je vais aller à la rencontre de chacun de mes élèves. Donc, je prends le temps, je vais prendre à peu près 1 minute, puis j'ai ma liste de classe, puis je vais aller voir chaque élève un à un, individuellement, pour lui parler, connaître son nom,
savoir un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, etc. Donc, j'ai cette petite discussion-là individuelle avec chacun de mes élèves. Et ça, je trouve que ça fait une énorme différence de créer ce premier contact-là. Puis en plus, ce que ça me permet de faire, c'est que maintenant, on a souvent des élèves que le nom qui est affiché sur nos listes de classe, ce n'est pas nécessairement le nom préféré de l'élève. Donc, au lieu de le dire devant tout le monde, puis de me faire dire, ben monsieur, ce n'est pas vraiment le nom que je voudrais que tu utilises, mais je peux le faire individuellement. Ça me permet de se créer ce lien-là. Créer ces liens-là de confiance, ça fait toute la différence au monde. Alors, prenez le temps. Donc, si je pense dans ma classe, des fois, j'ai 25-30 élèves, bien, je passe 1 minute à chacun. Mon premier cours, ça me prend 30-35 minutes. J'ai une petite discussion avec chacun de mes élèves. Pendant ce temps-là, les autres élèves, ils parlent d'autres choses, de leurs étés ou peu importe, ils refont connaissance. C'est correct, c'est le fouillis dans la classe. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais prendre ce temps-là de discuter avec chacun des élèves. Et aussi, souvent, je n'ai pas nécessairement de très bonne mémoire, donc il n'y a rien qui nous empêche des fois de prendre des notes. Donc, quand un élève nous dit quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il y a une compétition un jeudi ou un vendredi, mais je peux me prendre une note pour que le lundi ou le mardi, je lui repose la question, puis comment a été ta compétition, juste pour établir ce lien émotionnel, en quelque sorte. Donc, ça, c'est à la base, établir ces liens-là, établir un lien de confiance avec l'élève pour que celui-ci puisse vouloir apprendre. Et dans cette stratégie-là, créer une culture d'apprentissage, je reviens souvent à les règles de classe. Donc, je sais qu'à l'élémentaire, par exemple, donc les règles de fonctionnement de classe vont être très, très importantes, mais je vous dirais peut-être d'établir des règles qui sont davantage axées en termes directement avec l'apprentissage et non pas nécessairement avec le comportement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Donc, si vous regardez maintenant dans mes règles de classe, qu'est-ce que j'ai? Bien, ça, c'est un exemple des règles que j'ai dans ma classe. Donc, je vais avoir une affiche d'une infographie que j'ai faite. Et si jamais ça vous intéresse, vous pourrez m'envoyer un courriel, je pourrais vous faire parvenir l'infographie comme telle. Et en gros, ce sont les règles que je retrouve dans ma classe. Okay? Et je dis aux élèves, la règle la plus importante quand tu te présentes dans la classe, c'est de démontrer un désir d'apprendre. Si tu as le goût d'apprendre, bien là, on peut aller pas mal plus loin. Okay? On peut faire des choses. Si tu n'as pas le goût d'apprendre, bien, à quelque part, bien là, c'est un frein à l'apprentissage, puis ça inclut beaucoup d'embûches. Okay? Alors, ça, c'est la règle de classe première. Okay? Ensuite, la collaboration. Je vais en reparler un petit peu plus tard. L'importance de la collaboration dans l'apprentissage, ça va être super, super important. D'être prêt à accueillir les défis. Okay? Peut-être pour les plus jeunes, c'est peut-être plus naturel parce qu'ils sont peut-être curieux, ils veulent découvrir des choses. Souvent, les plus vieux, ben, des fois, les défis, il y a moins ça parce qu'ils se disent ben, peut-être que je ne vais pas réussir. D'où l'importance de prendre des risques. Et souvent, pour les plus vieux, souvent, ils vont avoir un petit peu plus de... Il y a moins ça parce qu'ils se disent ben, si je prends des risques, peut-être que je ne vais pas réussir, puis là, ça va avoir une influence sur ma note, blablabla. Peut-être que les plus jeunes sont plus enclins à prendre des risques comme tel. Et c'est là aussi l'importance de se donner le droit à l'erreur. De plus en plus, on dirait que nos élèves ne veulent pas faire d'erreurs. Et pourtant, les erreurs font partie de l'apprentissage. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. Et d'ailleurs, la plupart des grandes découvertes en sciences proviennent justement d'erreurs. Et c'est grâce à ces erreurs-là qu'on était capable d'améliorer les choses. Okay? D'être curieux, donc l'importance de la curiosité et surtout de toujours vouloir viser plus haut. J'ai vu Sonia qui me disait, même chez les plus jeunes, il faut beaucoup travailler l'ouverture aux erreurs. Probablement, effectivement, on est dans un contexte social où on ne veut pas faire d'erreurs et pourtant, c'est de la façon dont on apprend comme tel. Okay? Donc, ça, c'est ma première stratégie, dans le sens que développer ce lien de confiance avec les élèves, développer cette culture d'apprentissage. Je reviens ici aussi à la collaboration. Je me souviens, moi, quand j'étais au secondaire ou avant, on voyait l'apprentissage comme quelque chose qui est vraiment personnel, individuel. Puis même au secondaire, il y avait une certaine compétition entre les élèves, à savoir, on classe les élèves là,
en rang centile, le premier, etc., jusqu'à 0. Puis c'est de dire, ben, comme, je vais être plus haut que les autres. Avec le temps, on a découvert que l'esprit humain apprend en collaboration. Donc, c'est en échangeant avec les autres qu'on apprend et qu'on développe nos connaissances. Donc, oui, on apprend, c'est quelque chose de personnel, l'apprentissage, mais cet apprentissage-là, il est enrichi par la collaboration qu'on a avec les autres. Donc, même si on a des élèves qui sont plus forts ou plus faibles, c'est important de faire comprendre aux élèves que peu importe, tu as quelque chose à contribuer et de te faire confiance. Et peut-être que l'idée que tu vas avoir ou ce que tu vas contribuer, c'est peut-être quelque chose que les autres élèves n'avaient pas pensé. Okay? Alors, peu importe si ce n'est pas nécessairement toi qui as les meilleures notes dans la classe, ce n'est pas important. Tout le monde a quelque chose à collaborer. Aussi, dans la ressource, donc, je vous ai mis un lien ici pour certaines idées pour engager les élèves. Mais je vous dirais, ça, c'est ma première stratégie. Donc, aller vers créer dans la classe cette culture. On est là pour apprendre. Puis, c'est un peu l'idée qu'à chaque jour, on veut apprendre quelque chose de nouveau. Comme ça, on se couche le soir en sachant plus que ce qu'on savait le matin comme tel. Alors, ça, c'est ma première stratégie comme telle. Ma deuxième stratégie, ce serait d'utiliser des stratégies d'apprentissage actif. Okay? Puis je pense que là, à ce moment-là, pour à l'élémentaire, à l'intermédiaire, c'est peut-être moins un problème. Au secondaire, souvent, on va avoir tendance à utiliser davantage des stratégies un petit peu plus passives. Alors, quand je parle de stratégies passives, bien, je parle ici, par exemple, des cours magistraux. On va aller enseigner. Donc, où c'est l'enseignant à l'avant de la classe qui va expliquer, puis les élèves écoutent. Okay? C'est pas que c'est mauvais, l'apprentissage plus passif, mais il faut l'utiliser un petit peu avec parcimonie. C'est-à-dire que souvent, l'attention de nos élèves est quand même limitée, donc on ne veut pas avoir nécessairement des cours magistraux là, qui durent trop longtemps parce qu'à un moment donné, ils ne seront plus à l'écoute, ils ne seront plus actifs. Okay? Parce que quand on parle d'apprentissage actif, c'est que l'élève comme tel, il est actif. Alors, son cerveau est actif pour écouter ce qu'on est en train de dire ou d'apprendre, de leur enseigner. Donc, des fois, si on parle, mais que l'élève est distrait ailleurs, à ce moment-là, son cerveau n'est pas concentré sur ce qu'on est en train de dire, donc il n'est pas actif comme tel. Donc, il faut toujours avoir, dans cette idée-là, s'assurer que l'élève, il est actif dans son apprentissage, il est en train de réfléchir, que ce soit moi qui est en train de donner une leçon ou que c'est l'élève qui est à l'action, on veut s'assurer que son cerveau est toujours actif comme tel. Hein? Donc, les approches passives, on les utilise bien sûr parce qu'ils vont avoir leur raison d'être. Il y a des moments pour les utiliser, mais peut-être réduire à ce moment-là les durées. Ça peut être une stratégie. Surtout pour nos élèves, par exemple, qui ont un niveau d'attention un petit peu plus limité. Donc, si on a des approches passives qui durent plus longtemps dans le temps, ça peut créer des défis. Et surtout, favoriser des stratégies où l'élève est en action. Okay. Donc, à ce niveau-là, je voudrais vous présenter certaines références. Donc, j'ai mis plein de liens ici. Et quand je parle de stratégie d'apprentissage active, je me suis basé beaucoup sur les travaux de Steve Mason. Okay? Alors, Steve Mason, qui est à l'Université de Montréal, qui a une chaîne qui s'appelle Cerveau et apprentissage. Alors, vous pourrez aller voir sur sa chaîne YouTube, c'est super intéressant. Donc, il s'intéresse beaucoup à la neurologie de l'apprentissage. Alors, comment notre cerveau apprend comme tel. Donc, vous irez voir ces liens-là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et oui, c'est un peu Bonnie qui l'a dit, oui, suivre des cours en neuroéducation, effectivement, c'est vraiment fascinant. Et en termes de différents principes de base en termes d'apprentissage que M. Mason présente, bien, son premier principe, c'est justement activer les neurones. Donc, il faut que nos élèves soient toujours, que leur cerveau soit en action, qu'ils soient en train de se poser des questions, etc. Donc, pour activer les neurones de nos élèves, alors qu'est-ce qu'on veut faire?
bien, on veut utiliser justement davantage des stratégies actives. Je ne sais pas chez mon pointeur, voilà. Donc, on va utiliser davantage des stratégies, des approches actives. Les approches passives, comme j'ai dit, par exemple, des cours magistraux, on va y aller de façon un peu plus avec parcimonie. Okay? On veut éviter les sources de distraction. Puis justement, tout récemment, là, il y a un rapport qui est sorti, je pense, concernant l'utilisation du cellulaire en salle de classe et en quoi ça avait un effet sur l'apprentissage. Et pas seulement que l'effet que les élèves utilisent le cellulaire, par exemple, en salle de classe, mais juste le fait de l'avoir avec eux, ça créait une distraction et ça réduisait l'apprentissage comme tel. Okay? Donc, éviter les sources de distraction. Et la dernière stratégie ici que Steve Mason présente, c'est éviter des idées ou des stratégies inappropriées. Et là, ce qu'il signifie par inapproprié, c'est que, dans le fond, des idées fausses. Okay? Alors, par exemple, à l'élémentaire ou à l'intermédiaire, des fois, on va peut-être utiliser des simplifications ou des analogies. Et si ce n'est pas complètement vrai, bien, ça va amener l'élève dans une certaine direction, puis ça va ralentir le processus d'apprentissage comme tel. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de peut-être simplifier des concepts au lieu de donner peut-être une analogie qui est fausse, par exemple. Okay? Alors, ce serait un peu cette idée-là. Dans tous les liens que je vous ai mis sur cette page ici, il y a aussi un lien qui est super intéressant qui dit, bien, aide ton cerveau à mieux apprendre. Et ça ici, c'est une petite vidéo là, qui a été créée. Je l'encourage même à le présenter à vos élèves, peut-être pas pour les plus jeunes là, à l'élémentaire, mais dès l'intermédiaire, 7e, 8e année. Alors, ça leur donne une bonne perspective à bien, comment on apprend. Et quand on connaît et on sait comment on apprend, bien, ça nous aide à nous-mêmes à mieux apprendre. D'ailleurs, je l'avais montré à mes élèves à un moment donné, et dans la vidéo, on va dire, bien, une des choses, c'est qu'il faut se faire confiance, il faut croire qu'on est capable d'apprendre. Et à un moment donné, j'avais une élève qui avait un test à reprendre et ses amis lui ont dit, souviens-toi de la vidéo, là. Il faut que tu crois que tu es capable et que tu vas réussir. Alors, si tu crois que tu es capable, tu vas réussir. Alors, je trouvais ça très, très drôle d'entendre ses amis lui dire, oui, aie confiance et tu vas réussir. Voilà. Alors, ça, c'est ma deuxième stratégie. Donc, y aller vers des approches davantage actives. Alors, c'est quoi ces approches actives-là? Okay? Bien, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, on va avoir différentes stratégies pédagogiques. Donc, ça, c'est ma troisième stratégie. Donc, varier les stratégies pédagogiques. Alors, en termes de variation de stratégies pédagogiques, on va utiliser différentes stratégies au cours d'une leçon, au cours d'un module, au cours de l'année. Okay? Et on veut aussi utiliser des stratégies qui vont permettre à l'élève de démontrer son apprentissage parce qu'éventuellement, on va vouloir évaluer l'élève, on veut vouloir voir où il est dans son rendement pour voir bien, comment adapter nos stratégies. Donc, si on a des stratégies qui permettent à l'élève de démontrer son apprentissage, bien, ça va nous aider à pouvoir moduler un peu nos stratégies comme telles. Donc, je vous en présente certaines petites stratégies. Puis là, je vais enlever mon pointeur parce que ça me dérange un petit peu. Okay. Et je vais y aller un petit peu au hasard. Okay? Alors, j'ai sélectionné certaines stratégies et la plupart de ces stratégies-là, vous allez les retrouver, là, le lien est ici, dans les ressources évaluer, différencier, réussir. Il y a toute une section sur les stratégies comme telles. Alors, vous allez pouvoir retrouver ces différentes stratégies-là. Okay? Donc, si je juste ça, je peux faire ça comme ça. Attendez une minute. Donc, voilà. Okay. Donc, dans les ressources, bon. Là, j'ai mon ordinateur qui a décidé d'être là. Alors, est-ce que vous voyez encore la présentation ou vous voyez mon écran blanc, là? Je ne suis pas certain.
Écran blanc. Ah, écran blanc, oui, c'est ça. OK. C'est mon ordinateur qui a décidé d'être lent ce matin, là. OK. Bon, on va revenir à la présentation d'abord. J'espère. Voilà. Oui, là, OK. c'est bon. Là, c'est bon. OK. Bon, on va se tenir à ça. Parmi les stratégies pédagogiques, bon, voilà. OK. Désolé. Bon, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. C'est pas grave, on va y donner le temps. Voilà. OK. Donc, parmi ces stratégies-là, pendant que ça charge ici, une des stratégies bien simples, ce sont ce que j'appelle les signaux manuels. OK? C'est une stratégie qui est bien simple qu'on peut utiliser, puis je suis sûr que vous utilisez fréquemment pour nous permettre d'avoir une bonne idée d'où se situent nos élèves en termes de leur compréhension. Donc, dans les signaux manuels, bien, ça peut simplement, c'est comme un pouce en haut, un pouce en bas. Souvent, je vais l'utiliser, je vais dire, OK, bien, pouce en haut, ça veut dire que tu comprends très bien là, tout ce que ça va bien, etc. Pouce en bas, ça va vraiment mal. Puis là, n'importe où dans le milieu comme tel. OK? Et là, je vais demander aux élèves, bien, montrez-moi vos pouces comme tel, OK, pour voir où vous en êtes dans votre compréhension. Normalement, ça fonctionne bien. Et si on était capable de créer une bonne communauté, donc un bon climat d'apprentissage, bien, absolument, les élèves vont bien travailler sur cet aspect-là aussi. Ouais. La deuxième stratégie que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée du portfolio. Puis là, j'hésite à cliquer dessus, mais je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir un exemple de portfolio. Et souvent, quand on parle d'un portfolio, on peut se dire, bien, ça peut être compliqué, un portfolio, puis qu'est-ce qu'on met dedans, etc., etc. Et ce n'est pas besoin d'être compliqué comme tel. On peut utiliser simplement des outils comme Google Slides ou PowerPoint. On peut créer, par exemple, un Google Slide ou un PowerPoint. Alors, je vous invite à cliquer dessus pour aller voir un exemple que j'utilise dans mon cours de chimie 11. Puis, dans le fond, tout ce que c'est j'ai créé un slide avec les attentes pour chaque module, par exemple. Et si je pense en chimie 11, les élèves vont faire beaucoup de problèmes. Moi, je ne peux pas aller vérifier chaque élève, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils en sont. Alors, ce qu'ils vont faire, les élèves, c'est qu'ils vont prendre des photos de leur résolution de problème et ils vont les placer dans leur portfolio comme tel. Okay? Si je pense aux plus jeunes, bien évidemment, ils n'ont pas nécessairement un téléphone, la capacité de prendre des photos, mais ça pourrait, par exemple, s'ils font différents exercices, bien, de les amener à choisir bien, quel est celui qui représente le mieux ton travail ou encore, par exemple, un travail pour lequel tu es fier. Okay? Alors, place-le dans un fichier que je peux consulter par la suite. Pour moi, le portfolio, ça devient super important parce que quand vient le temps des évaluations, bien, je suis capable d'aller retourner au portfolio puis je suis capable d'aller voir bien, la progression de l'élève et je peux voir bien, est-ce qu'il y a une corrélation entre le résultat lors de l'évaluation et du travail qui a été fait avant. Okay? Et là, ça me permet de connaître un petit peu plus davantage l'élève. Alors, parfois, on a des élèves qui ils réussissent, ils comprennent bien, ils démontrent bien leur compréhension tout au long du semestre ou du module. Quand vient le temps de l'évaluation, bien là, ils s'écroulent un peu parce que l'anxiété prend le dessus. Donc, en ayant ces choses-là, bien, je suis capable d'aller un petit peu plus loin au niveau de la compréhension des besoins de cet élève-là. Au contraire, des fois, j'ai des élèves qui ne réussissent pas bien lors des évaluations, mais je peux aller voir au niveau du portfolio, puis là, je peux voir, bien, c'est au niveau des habitudes de travail. Donc, pour cet élève-là, je vais devoir travailler davantage les habitudes de travail. Ouais. L'autre, ici, je vais vous démontrer, il y a le billet de sortie. Le billet de sortie, puis là, je vais vous inviter, là, je n'ose pas cliquer parce que mon ordinateur est vraiment sur le ralenti. Je vous invite à cliquer sur le billet de sortie. Ça va vous demander de faire une copie. Okay?
Et les billets de sortie, il y a différentes formes de billets de sortie qu'on peut utiliser. Celui que j'ai créé ici, c'est ce que j'appelle le billet de sortie, le 3-2-1. OK? Alors, trois choses que j'ai apprises, deux choses que j'ai trouvées intéressantes et une question que je me pose encore. OK? Alors, je vous invite à cliquer sur le billet de sortie. Puis pendant la présentation aujourd'hui, pendant l'atelier aujourd'hui, peut-être le remplir. J'apprécierais si vous pouviez me le partager par la suite, que je puisse voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. OK? Puis il y a différentes formes de billets de sortie. Puis dans la ressource ici, évaluer, différencier, réussir, les stratégies, vous allez voir, il y a plusieurs types de billets de sortie aussi qu'on peut utiliser. On pourrait utiliser aussi des billets d'entrée. Ça nous permet de suivre la progression de l'élève, voir qu'est-ce qu'ils ont appris, voir les questions. Ce qui peut être intéressant avec les billets de sortie aussi, c'est de dire, si je prends le billet 3-2-1, le dernier enfin c'est une question que je me pose encore. Et là, ça peut être intéressant si on récolte ces billets de sortie-là, c'est ensuite, le cours suivant, d'aller ressortir les questions que les élèves, puis partir de leurs questions pour aller plus loin. Alors ça devient intéressant. Il y a une question dans le chat. J'aimerais des idées de comment aider les élèves à trouver des questions que je me pose. Je trouve que c'est difficile pour certains élèves de trouver des questions. Oui, effectivement, ça peut être difficile. Mais ce que je dirais, c'est de dire, peut-être, on peut les guider, mais aussi pas nécessairement les limiter. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir une question qui n'est pas directement liée à la matière, mais comme un peu à l'extérieur. OK? Puis je peux penser aux plus jeunes, ça nourrit leur curiosité. Puis ce que j'ai dit tantôt aussi, ce qui est important, c'est de nourrir cet esprit scientifique-là. Donc, on veut nourrir cette curiosité-là. Puis on veut voir ça comme une opportunité justement d'aller nourrir cette curiosité-là, puis développer cet esprit scientifique-là. Alors même si dans le fond, il arrive à la fin, puis la question est plus ou moins liée, c'est pas grave parce que ça nous permet d'aller voir là. Et là, Simone, tu aurais ajouté une ressource sur le questionnement. Merci. L'autre ici, je vais vous présenter, c'est une stratégie qui est utilisée. Donc, le Scamper, c'est une stratégie qui est utilisée davantage dans le processus de design. Okay? Alors, quand vient le temps, par exemple, d'arriver avec des idées pour un design. Okay? Oui. Donc, Sonia qui me dit, je vais essayer de faire en groupe, classe, des séances de conversation avec des questions possibles pour aider à alimenter cette habileté. Oui. Puis des fois aussi, quand les élèves n'arrivent pas à se poser des questions, des fois, c'est leur donner un temps. Des fois, j'ai déjà fait ça, là, dire, OK, 50 questions en 50 secondes. Alors, faut pas qu'ils se posent trop de questions, dans le fond. Des fois on va se censurer nous-mêmes. Donc, quand on a un temps limite, des fois, on va sortir les questions rapidement. OK? Alors, des fois, en groupe, comme ça, on peut dire, par exemple, si on a des tableaux blancs ou quoi que ce soit, ou même sur une feuille, dire vous êtes en petit groupe de 2-3 élèves, puis dire, OK, bien là, vous avez 50, essayez d'avoir le plus de questions possible en 1 minute. Et là, c'est comme un genre une compétition aussi. Ça pourrait être intéressant. Oui, le Scamper. Je reviens avec le Scamper. C'est pour le processus de design. Alors, par exemple, si on veut créer, donc dans un processus de design un peu, le Scamper, c'est un acronyme. Alors, par exemple, on va prendre un objet, puis on va dire, OK, par exemple, je ne sais pas, ma tasse ici, est-ce que, par exemple, le S, ça signifie substituer. OK? Alors, par exemple, j'utilise ma tasse pour boire, bien, est-ce que je pourrais utiliser autre chose pour boire? OK? Le A, par exemple, amplifier. Alors, si je devais prendre, par exemple, cet objet-là, puis le rendre beaucoup plus gros, OK? Qu'est-ce que ça aurait de l'air? Ou encore le contraire, le M, je pense que c'est pour le minimiser, le rendre très, très petit. OK?
je vais vous inviter à aller voir le lien. Là, j'hésite à cliquer parce que je semble avoir des défis informatiques. Mais l'idée du Scamper ici, chaque lettre a une signification et c'est pour dire, ben, si j'ai un objet, comme par exemple une calculatrice, ma tasse, téléphone, peu importe, ben, comment je peux l'améliorer? Donc, est-ce que je peux substituer un élément de cet objet-là par un autre? Est-ce que je pourrais amplifier l'élément? Est-ce que je pourrais le minimiser? Est-ce que je pourrais... Des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'idée du Scamper. C'est vraiment axé pour le processus de design comme tel. Hein? Oups. On va revenir en arrière. Hein? Donc, j'ai parlé des signaux manuels, du portfolio, du Scamper, du billet de sortie. La classe collabore effective, ou ce qu'on appelle le Thinking Classroom. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec ce processus, le Thinking Classroom ou la classe collabore réflexive? Je ne sais pas s'il y en a qui pourraient soit signifier par un petit pouce en haut, quoi que ce soit. Me dire, est-ce que vous êtes, Lynn me dit oui. Familier. Sonia me dit oui aussi. Charlotte me fait signe que oui. Mina aussi. OK. La classe collabore réflexive ou le Thinking Classroom, je vous ai mis le lien ici aussi pour aller lire un peu. Il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus. C'était développé surtout pour les cours de mathématiques, mais ça s'applique à tous les niveaux. Puis l'idée derrière la classe collabore réflexive, c'est que c'est de faire travailler nos élèves en collaboration, en petites équipes, idéalement en équipe de 3, à résoudre un problème comme tel. Et lors de cette résolution de problème-là, on veut pouvoir voir leur pensée. Donc, on va leur demander de résoudre le problème, par exemple, sur des surfaces effaçables, par exemple, ou des trucs du genre. Ce que je trouve qui est super intéressant avec la classe collabore réflexive, c'est qu'on va aller regrouper des élèves. Et là, souvent, c'est de regrouper des élèves en équipe de 3 et de faire des groupes aléatoires. Donc, des fois, on va se retrouver avec 3 élèves très, très forts, des fois 3 élèves plus faibles, des fois un mélange de tout ça. Et parce qu'ils sont seulement qu'en équipe de 3, ben, il n'y a pas de place un peu pour se cacher, en quelque sorte. Alors, chaque élève doit contribuer. Et ça vient renforcer ce sentiment-là ici de collaboration et qu'on crée cette communauté de penseurs et d'apprenants et que tout le monde a quelque chose à contribuer, par exemple, à l'apprentissage. Alors, des fois, dans ces petits groupes-là, ben, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus fort, qui va prendre le lead, qui va suggérer davantage. Puis là, à un moment donné, oups, peut-être que l'équipe va se retrouver dans un cul-de-sac. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui, normalement, contribue peut-être un peu moins, qui va dire, ben peut-être ça. Puis là, finalement, oh, ça va déboucher sur quelque chose d'autre. Donc, ça permet à tous de se mettre en valeur comme tel. Okay? Alors, ça, c'est l'idée de la classe collabore réflexive. On peut l'appliquer dans différents domaines. Donc, ça s'applique bien en sciences, évidemment, pour des résolutions de problèmes, mais juste au niveau de la réflexion aussi, peu importe. Par exemple, en 9e année, un problème qu'on avait donné à un moment donné en classe collabore réflexive, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'une plante a besoin pour vivre? Okay? Ou là, quelles sont les 3 choses les plus importantes? Des choses comme ça. Alors, je vous invite à aller voir ce lien-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et le dernier, je l'ai gardé pour la fin, celui-là ici. OK? Puis là, je vais essayer de voir, on va essayer de faire quelque chose. OK? Le fameux pense, parle, partage. OK? Alors, on a peut-être déjà entendu ça. OK? Moi, c'est une stratégie que je connaissais, mais que j'utilisais peu. Je trouvais ça un petit peu banal. Mais dans le fond, c'est une stratégie qui peut être très, très puissante. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut être très, très explicite. OK? Alors, souvent, on va poser une question aux élèves, puis là, on a les élèves, ils lèvent la main, ils sont tout excités, ils veulent répondre. Souvent, on a peut-être les 2, 3 mêmes qui vont toujours lever la main parce qu'ils vont toujours la répondre en premier. OK? Mais ce qu'il faut être important ici de dire, c'est d'être très explicite et dire, par exemple, bien, je pose ma question, puis je dis, attendez là, je veux pas de réponse. OK? Alors, voici ma question. OK? Et d'être explicite en leur disant, là, je veux que tu prennes le temps d'y penser dans ta tête. Je dis ça même à mes élèves de 11e, 12e année. Prends le temps d'y penser dans ta tête. Là, quand je vais vous le dire, tournez-vous vers votre voisin et parlez-en. OK?
Puis ensuite, donc, je les laisse parler et ensuite, bien, là, on va partager ensemble. OK? Et cette idée-là ici de dire, bien, je lui passe moi-même, je partage avec quelqu'un d'autre. Donc, souvent, les élèves, ils vont avoir, ils n'oseront pas partager leurs idées parce qu'au cas que leur idée soit fausse. Donc, on vient à la première stratégie, là, cette communauté d'apprenants, là, l'idée des erreurs, avoir peur de faire des erreurs. Bien, souvent, quand un prof pose une question, des fois, l'élève n'osera pas dire la réponse parce qu'il dit, ben peut-être que je n'ai pas la bonne réponse. Mais là, en parlant avec son voisin, il va pouvoir aller peut-être confirmer s'il y a la bonne réponse ou pas. Et là, si mon voisin pense la même chose que moi, bien là, peut-être que je vais être plus enclin à partager ma réponse par la suite. OK? Donc, c'est une petite stratégie bien banale, mais qui est très puissante, en quelque sorte. OK? Puis là, on va essayer quelque chose. OK? Là, je vous ai parlé de quelques stratégies ici. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'autres stratégies ou est-ce qu'il y a une stratégie là-dedans que vous utilisez beaucoup, que vous appréciez? Ou encore, est-ce qu'il y a une stratégie que vous n'utilisez pas, que vous allez vouloir utiliser davantage? OK? Donc, ça, c'est ma question. Je n'ai pas de réponse tout de suite. Donc, je veux que vous y pensiez. OK? En termes de stratégie pédagogique, quelles sont les stratégies que vous affectionnez beaucoup? Peut-être une qui n'est pas ici, une qui est ici que vous aimeriez utiliser davantage ou en connaître davantage, ou peu importe, etc. Donc, en termes de stratégie pédagogique. Et là, on est en virtuel, donc c'est un petit peu plus compliqué. On va essayer de faire, je vais essayer quelque chose, OK? Je vais vous demander d'écrire dans la boîte de clavardage votre stratégie, mais appuyez pas sur Enter tout de suite, OK? Je vous donne une minute pour écrire la réponse, OK? Alors, est-ce qu'il y a une stratégie là-dedans est-ce que vous avez d'autres stratégies que ceux-là que vous utilisez qui sont très efficaces? Est-ce qu'il y a une stratégie là-dedans qui vous parle davantage, que vous aimeriez explorer, OK? Ou que vous aimeriez essayer? Donc, prenez le temps de l'écrire. Et là, on va faire une chute de réponses, OK? Alors, quand je vais dire Go, pas tout de suite, vous allez appuyer sur Enter. Alors, toutes les réponses vont rentrer en même temps. Donc, ça va être notre côté partage. On parle, en quelque sorte. OK. Alors, 3, 2, 1, tout le monde appuie sur Enter. OK. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Là, je suis obligé de lire la chute de choses. J'aimerais utiliser Sillon Annuel. J'ai commencé à utiliser Thinking Classroom, mais j'aimerais utiliser davantage. Okay, Isabelle. Le Scamper, oui. Allez voir vraiment le Scamper, la signification de chacun des acronymes, mais ça devient intéressant pour quand on pense de susciter des idées, par exemple, le Scamper devient super intéressant. Les billets de sortie, définitivement, ça nous permet d'aider à voir où en sont nos élèves, qu'est-ce qu'ils ont retenu et pas. Les billets d'entrée aussi peuvent être utiles dans le même principe. Esther, les 4 coins. Esther, je ne sais pas si c'est possible de prendre la parole. J'aimerais en connaître davantage sur les 4 coins. Je la connais, celle-là, mais je ne l'ai pas présentée. Les 4 coins, je l'utilise de différentes manières, que ce soit pour faire comme une vérification donc des attentes où les élèves vont se mettre dans chacun des coins s'ils ont des choses qu'ils ont mal comprises ou au contraire, comment est-ce qu'ils se sentent en fait, comment est leur niveau de compréhension. Ou alors tout simplement, je le mets sous forme comme par exemple de caout en fait humain, où je donne donc 4 choix de réponses et donc je lance des questions et ils vont se rassembler dans le coin qui représente la réponse la plus signifiante pour eux. Oui, je l'avais déjà utilisé celle-là. Ça aussi, c'est une autre stratégie. Ce que ça a l'avantage aussi, c'est que les élèves sont en action, ils bougent, ils se déplacent. Donc, physiquement, ils sont en action. Alors, ça devient très, très bien. J'ai Edwidge qui me parlait du PPP. Ah, le pense-parle partage, je pense que c'était ça, oui. Oui. OK, je n'étais pas certain. J'aime les papiers papillons anonymes pour le partage d'idées. Ah, ça, c'est les petites notes, là, qu'on place. Sonia? Les post-it. Oui, les post-it, Les petits post-it, oui. Ouais. Oui. Dans cette même stratégie-là, là, je ne l'ai pas présentée, mais souvent, une stratégie que j'aime beaucoup, puis tantôt, quand on a parlé en groupe,
on a parlé, donc je l'ai mis en petite équipe parce qu'on était en virtuel. Si on avait été en présentiel, une stratégie que j'aurais utilisée, c'est ce que j'appelle, en anglais, on va appeler ça le chalk talk ou dans le fond, c'est notre stylo qui parle. Alors, c'est l'idée où, par exemple, je vais mettre une question au tableau et je vais donner à chaque élève un marqueur ou une craie et je leur dis, bien, allez mettre une réponse à cette question-là au tableau, mais une seule réponse à la fois. Alors, par exemple, j'aurais pu vous demander, bien, quels sont vos 3 plus grands défis? Et là, l'idée, c'est qu'on va au tableau écrire un défi, on prend un pas de recul, on regarde ce que les autres ont mis et là, on va aller mettre une autre réponse. On prend un pas de recul, on regarde ce que les autres. Donc, il n'y a pas de discussion entre les élèves, mais c'est vraiment le crayon avec le tableau qui parle. Et là, si quelqu'un a mis, par exemple, une stratégie que j'aime, bien, je peux aller mettre un crochet à côté ou je peux aller mettre un commentaire par rapport à la réponse que l'autre élève a mis. Donc, c'est la craie qui parle et non pas les mots. Alors, des fois, ça peut aider pour des élèves qui n'osent pas prendre la parole. Mais là, ce n'est pas eux qui parlent, mais c'est leurs mains, c'est leur crayon. Là. Billet de sortie sur Grand Charte, explorer, classe collabo, portfolio. J'aimerais aussi faire beaucoup de carousels en classe. Charlotte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes carousels? Oui, absolument. Alors, c'est quelque chose qui peut être décliné en pas mal d'options, mais il y a la version écrite un peu de base où on met des stations et les élèves tournent, soit dans un ordre défini, soit dans un ordre indéfini. Ça dépend un petit peu de la dynamique de classe qu'on a. Et il y a des questions qui sont posées. Alors, à l'écrit, avec des marqueurs de couleurs différentes, les élèves peuvent aller commenter, ajouter des idées, faire des mots-clés. Et puis, on peut reprendre le contenu de façon différente. Soit on l'attribue à des groupes d'élèves, soit on le prend en groupe classe. À nouveau, il y a différents niveaux d'autonomie qu'on peut mettre en place. Et moi, l'année passée, j'ai essayé aussi la version vidéo où ils devaient discuter, s'enregistrer par rapport à la question. Et puis après, tout le contenu qui avait été donné à une étape du carrousel était donné à un groupe d'élèves. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ils passaient en revue les vidéos et puis de faire une synthèse de la station, on va dire, qui leur avait été attribuée. Voilà, c'était un peu pour varier la dynamique. Mais en gros, c'est surtout une espèce de gros échange d'idées où l'enseignant n'est pas toujours sur le dos de l'élève, on va dire, où il y a une liberté de partager, d'écrire, et puis les idées des autres vont enrichir. Quand on arrive à une station, il y a déjà des idées, ça permet parfois de débloquer certaines choses aussi. Oui, je l'ai déjà utilisé aussi, celle-là. Il y a différentes versions qu'on peut faire comme ça, où chacun va aller ajouter quelque chose à la réponse de l'autre un peu. Donc, ça vient reprendre ma première stratégie. On va aller développer cette communauté d'apprentissage en classe où c'est toute la classe, on est là, on apprend ensemble. Et là, chacun a son mot à dire, quelque chose à contribuer. Ça devient très intéressant. Alors, ça, c'était pour ma troisième stratégie. La quatrième stratégie, donc dans nos cours de sciences maintenant, on intègre beaucoup la programmation, le codage, la robotique. Donc, ça, ce serait ma quatrième stratégie parce que l'idée du codage, la robotique ou de la programmation, ça permet un peu d'accommoder différents niveaux. Donc, des fois, on a des élèves qui sont très, très avancés, qui vont pouvoir aider ceux qui ont plus de difficultés. Et ceux qui réussissent bien d'un point de vue, par exemple, théorique, peut-être qu'ils vont avoir plus de difficultés en termes de codage ou de robotique. Puis ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, des fois, dans les concepts théoriques, bien, ils vont pouvoir s'épanouir davantage dans cet aspect-là. Le codage, la robotique, la programmation, ça permet aussi de développer beaucoup toute cette résolution de problèmes-là. Donc, toute l'idée de la pensée computationnelle ici. Je vous ai mis un lien super intéressant. Ça vous amène au site de Parlons Sciences qui ont un gros document assez exhaustif par rapport à la pensée computationnelle et qu'est-ce que la pensée computationnelle et comment la robotique, la programmation permet de développer ces éléments-là. Donc, des éléments tels que fragmenter un problème. Alors, prendre un problème, le fragmenter, le débogage. Alors, quand il y a un problème, comment on résout ce problème-là, organiser sa pensée, etc. Donc, c'est très bon pour ce côté-là. Quand on parle de codage, souvent, c'est un frein pour plusieurs parce qu'on n'est pas vraiment habitué. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait souvent.
un des outils qu'on peut utiliser qui est assez simple, c'est les microbits. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me faire un signe. Il y en a qui ont des microbits dans leur salle de classe ou qu'ils ont déjà utilisé. Sonia me dit oui. Charlotte me dit oui aussi. S'il y en a d'autres. Lynn, j'ai vu Lynn. Kids Code Jeunesse, on donne souvent aux écoles, oui, c'est vrai. Des fois, Kids Code va donner des formations, puis en échange, vous allez à la formation, puis on vous donne des microbits pour aller avec. Le micro est fermé. Ton micro est fermé, je crois. Oui. Bon, voilà. J'ai dû c'est bon. accrocher quelque accroché. chose. J'ai dû accrocher quelque chose. Donc, c'est ça. Alors, je vous ai regroupé ensemble dans un Padlet. Ça s'applique surtout pour le 9e année, parce que je l'ai fait pour nos cours de 9e, parce que c'est quelque chose de nouveau maintenant qu'on doit intégrer, la robotique et la programmation. Mais vous allez voir, c'est des choses qui s'appliquent à tous les niveaux. Et il y a des ressources là qui sont super intéressantes. Donc, si vous n'avez jamais fait de robotique ou de programmation, probablement le premier point de départ, je vous dirais, c'est l'utilisation des microbits, qui est le plus simple. Il y a Scratch aussi qui peut être utilisé, qui est peut-être un petit peu plus compliqué, surtout pour les plus jeunes, mais les microbits sont vraiment simples. Ils sont peu dispendieux aussi. Donc, dépendamment de vos budgets, c'est possible de s'en procurer pour pas trop de frais comme tel. Mais il y a aussi un bon avantage, c'est qu'il est possible de le faire de façon sans outils. Okay? Donc, à la base, pour l'utilisation du microbit, il y a le logiciel MakeCode qui est ici. Je voudrais le cliquer pour vous le montrer, là, mais j'ai peur que mon ordinateur fasse des siennes. Le logiciel MakeCode, c'est le logiciel de codage et c'est tout du codage par bloc. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire comme tel, on va faire glisser les éléments pour qu'on puisse mettre le code comme tel. Et ce qui est intéressant avec le logiciel MakeCode, c'est qu'il y a un simulateur dans le coin. Alors, d'un côté, on a le simulateur et de l'autre côté, on a le code. Donc, une fois qu'on a fait notre code, on est capable d'aller cliquer sur le simulateur pour voir si notre code fonctionne avant de l'envoyer sur notre microbit comme tel. Donc, si vous n'avez pas de microbit en classe, rien ne vous empêche de faire pareil les activités en utilisant le simulateur. OK? Et par exemple, une des choses qu'on fait en sciences 9e année, parce que les élèves n'ont jamais fait de programmation avant ou de codage, souvent on leur fait programmer un petit jeu de roche-papier-ciseaux. Alors, ils vont programmer leur petit jeu de roche-papier-ciseaux. Là, ils vont voir, puis dans le fond, sur le microbit, il y a un gyroscope qui détecte les mouvements. Alors, quand on le brasse, bien là, il affiche une roche, un ciseau ou un bout de papier. Et là, les élèves peuvent jouer à roche-papier-ciseaux comme ça. Mais c'est aussi possible de le faire même si on n'a pas les microbits, parce que sur le simulateur, il va y avoir une petite coche qui dit shake pour le brasser. Et là, le code va apparaître. Donc, on pourrait avoir 2 élèves qui ont 2 Chromebooks, par exemple, un à côté de l'autre, ou 2 ordinateurs un à côté de l'autre, puis chacun font leur simulateur, puis ils peuvent jouer avec. Oui, Tinkercad aussi va fonctionner pour la simulation. OK? Donc, je vous dirais d'aller voir ça aussi. Il y a aussi, par exemple, Kids Code qui va avoir des petits jeux qu'on peut faire en ligne où on n'a pas besoin de l'outil. On peut le faire tout simplement en utilisant les simulateurs. Tout récemment, la compagnie Inksmith ont fait des programmes de mission lunaire. C'est surtout pour sciences 9e année parce qu'on a l'astronomie. On peut le faire avec le microbit comme tel si on l'a physiquement, mais on peut le faire tout simplement en ligne de façon virtuelle si on n'a pas accès comme tel. Merci Simone pour une formation sur les microbits. Et aussi, ici, vous avez un lien, la liste de souhaits de fêtes de Lexi, de Parlons Sciences ici, et on est possible de faire, dans le fond, du codage débranché qu'on appelle.
Ici, la liste de souhaits de Lexi, c'est tout simplement ce qu'on fait. Puis là, on peut le faire sur une feuille, on peut le faire au sol, ça peut être super intéressant. Donc, dans le fond, on a un quadrillé, dans le fond, puis on a un petit bonhomme. Puis là, par exemple, on peut faire une petite histoire où le bonhomme doit aller ramasser des choses dans sa chambre. Alors, il faut lui donner le code pour comment se déplacer, quoi faire à chaque fois. Donc, puis on peut le faire sur le plancher, donc d'avoir un quadrillage, puis avoir un élève, puis là, les autres le guident pour qu'ils puissent faire les actions qu'il a besoin de faire. Donc, on est capable de faire ce codage débranché-là. Ça permet de développer cette pensée computationnelle-là quand même si on n'a pas accès aux outils physiques comme tels. Là, je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions par rapport à... C'est là qui ont déjà essayé, qui font déjà un peu de programmation robotique aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Ça vient un peu plus tard, je me le ferai signe. Donc, allez voir les ressources. Vous allez voir, c'est une bonne chose à intégrer. Et la dernière stratégie que j'aimerais vous proposer en termes de différenciation, c'est souvent d'offrir des choix à nos élèves. Okay? Donc, 2 stratégies pour offrir des choix. On a ce qu'on peut appeler le tableau de choix. Je vais vous en présenter un dans un instant. Ou encore, une autre stratégie, ce qu'on appelle les activités par échelon. Okay? Quand on parle d'activités par échelon, dans le fond, ça peut se ressembler un petit peu, l'idée tantôt, on parlait du carrousel, où on peut avoir, par exemple, si on veut que l'élève soit en mesure de faire une certaine tâche, et on peut, par exemple, décortiquer cette tâche-là en différentes étapes de différents niveaux jusqu'à l'étape ultime. Et cette idée où l'élève, par exemple, peut commencer à différents niveaux pour finalement atteindre la tâche finale à faire. Okay? Je me souviens des ateliers de programmation, par exemple. Bien, quand on commence avec la programmation, on va commencer avec une petite tâche simple, puis ensuite on a une autre tâche un peu plus difficile, un peu plus difficile, un peu plus difficile, puis finalement on arrive au niveau ultime qu'on appelait le niveau ninja en quelque sorte. Et là, l'élève peut commencer au niveau 1, il peut commencer n'importe où d'autre, dépendamment de son niveau d'aisance, puis c'est pas important où il se rend, mais l'important, c'est qu'il progresse dans cet élément-là. On peut penser, par exemple, la même chose dans un jeu vidéo. Si vous jouez à un jeu vidéo, bien, on commence quoi? Bien, on va vous apprendre les rudiments, comment manipuler votre personnage ou comment faire certaines actions, puis éventuellement, bien, vous allez finalement tuer le grand boss à la fin, là, si on pense à des jeux comme Mario, des trucs du genre. Okay? Donc, ça, c'est l'idée de l'apprentissage par échelon. L'idée des tableaux de choix ou d'offrir des choix aux élèves. Okay? Je donne un exemple ici. C'est l'idée d'avoir différentes tâches et l'élève peut choisir les tâches qu'il va compléter selon cette tâche-là. Donc ici, c'est vraiment plus pour mes élèves de bio 12e année, mais on peut l'adapter à tous les élèves. Et là, en termes de choix, bien, on peut avoir, par exemple, une tâche qui est obligatoire. Donc, par exemple, si mes élèves ont un petit quiz à compléter, donc cette tâche-là est obligatoire. Et ensuite, bien, je leur donne ici un choix. Ils doivent en choisir 2 de 3. Alors, c'est différentes tâches, ils en choisissent 2 de 3 là-dedans. Okay? Et là, je peux prendre, par exemple, un contexte, je peux le décortiquer comme ça, avoir différentes activités. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup d'activités pour un même concept, mais on n'a pas le temps de faire toutes ces activités-là en classe. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce qu'on fait, bien, on peut dire aux élèves, bien, à ce moment-là, bien, voici des choix, faisant 2 ou 3 de ces activités-là. Puis, ce n'est pas tous les élèves qui vont faire toutes les mêmes activités selon leur intérêt. Mais nos activités qu'on trouve super bonnes, bien, ils vont servir. Ce n'est pas tous les élèves qui vont le faire, mais c'est correct. Donc, selon ce qu'ils veulent. Okay? Puis, je vais laisser aussi, donc, vous irez voir la stratégie d'apprentissage par échelon. Puis, je vous ai laissé un lien ici. C'est un petit outil qui s'appelle Flippity. Si jamais, moi, je ne l'ai jamais encore utilisé, mais j'espère l'utiliser un jour dans mes classes. L'idée d'avoir des badges.
des écussons pour dire, ben, j'ai complété telle tâche, alors j'ai atteint telle attente, alors j'obtiens cet écusson-là. Puis là, je peux avoir des écussons, par exemple, or, bronze, argent, peu importe, dépendamment du niveau même, je pourrais même rajouter des niveaux. Il y a un petit outil ici bien simple qui permet de suivre et d'attribuer des badges comme tel, et les élèves peuvent aller voir quels sont les badges qu'ils ont. Ou quels sont les écussons qu'ils ont ramassés en cours de route, comme tel. Okay. Alors, ça, ce serait pour ma cinquième stratégie. Donc, si je fais un petit résumé, j'arrive pas mal à la fin de notre temps. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour différencier? Bien, la première stratégie, évidemment, ici, c'est de créer cette culture d'apprentissage-là. Donc, que nos élèves viennent en classe et disent, bon, bien, quand je suis en classe, c'est que je veux apprendre quelque chose. L'important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Okay? Puis que cet apprentissage-là, bien, il se fait de façon commune. C'est-à-dire que tout le monde, ensemble, on est ici pour apprendre, autant l'enseignant, l'enseignante que les élèves, peu importe à quel niveau vous êtes, tout le monde a quelque chose à apprendre et tout le monde a quelque chose à contribuer à l'apprentissage des autres aussi. Utiliser des stratégies actives davantage que passives. Varier nos stratégies. Donc, on a parlé de différentes stratégies, je vous ai donné des liens. Donc, cette variété-là va aider à différencier et à accommoder les besoins de chacun de nos élèves. La programmation, la robotique peut être un outil super intéressant en termes de différenciation, puis finalement offrir des choix à nos élèves. Voilà. Alors, je prends le temps de vous remercier de votre participation aujourd'hui, de votre intérêt, de votre présence à cet atelier. Vous avez à nouveau mes coordonnées. Je sais que des fois, il y a des choses sur lesquelles j'ai passé un petit peu plus vite. Il y a des éléments que j'aurais voulu vous montrer davantage, mais j'ai eu des petites difficultés techniques. Alors, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou me rejoindre sur les différents messages sociaux, à me suivre, ou peu importe. Ça va me faire un grand plaisir. N'oubliez pas aussi de, s'il vous plaît, remplir le questionnaire de satisfaction. Ça nous permet toujours d'améliorer les ateliers qu'on offre dans le cadre des instituts comme tels. Et avant de terminer, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. J'aimerais vous entendre pour un peu le mot de la fin. S'il y a des choses... Azouz qui nous dit bonjour. N'hésitez pas. S'il y a des choses sur lesquelles j'ai passé un petit peu plus vite, vous allez en connaître davantage. Gênez-vous pas. Aussi, le billet de sortie. S'il y en a qui ont la chance de remplir le billet de sortie, me le partager. J'aimerais bien le voir, le connaître, voir vos impressions, voir vos questions aussi. Merci beaucoup, Daniel. La formation se termine dans 4 minutes. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, ouvrir vos caméras, vos micros, puis les poser. Je vais terminer